Mobile, les Japonais ne veulent pas limiter leur vente en Europe. Cyclisme, Van Springel vainqueur, c'est sa 7e victoire. Le temps s'améliore, dimanche sera plus ensoleillé. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous ne parlerons pas beaucoup de politique ce soir. Il est vrai que vous connaissez déjà l'information essentielle en ce domaine. La passation de pouvoir entre monsieur Valéry Giscard d'Estaing et monsieur François Mitterrand aura lieu jeudi prochain. Je peux d'ailleurs tout de suite vous dire qu'Antenne 2 retransmettra cette cérémonie en direct à partir de 9h30 jeudi. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette édition. L'information essentielle de cette journée, c'est en effet toujours et encore la santé du pape Jean-Paul II. 72 heures après l'attentat, le Saint-Père a passé ce que les médecins appellent le premier cap difficile. Les fonctions essentielles ont été rétablies et Jean-Paul II, qui est conscient, peut dialoguer avec ses rares visiteurs. Mais un bulletin de santé a dû être publié il y a quelques minutes. À Rome, nous retrouvons Victor Vramant pour Antenne 2. Il est possible que demain, à midi, place Saint-Pierre, c'est-à-dire à l'heure où traditionnellement le pape Jean-Paul II bénit la foule de sa fenêtre du Vatican, il est donc possible que demain à midi, les fidèles entendent la voix du pape. C'est-à-dire que Radio Vatican établirait une liaison radio entre la place Saint-Pierre et la salle de réanimation où se trouve Jean-Paul II. À moins que la voix du pape ne soit enregistrée de cette façon, on éviterait de trop fatiguer le pape et on éviterait aussi les risques d'infection qu'impliquerait la présence d'un trop grand nombre de personnes dans cette salle de réanimation. Tout cela, en tout cas, prouverait que Jean-Paul II est en mesure de s'adresser aux fidèles. On a appris aujourd'hui que des exercices respiratoires et des membres inférieurs sont pratiqués sur la personne du pape. Pour le reste, les médecins n'établiront un pronostic définitif que dans 5 ou 6 jours. Il faut maintenant en revenir à cette enquête sur l'attentat, évidemment. Eh bien, on commence à se poser pas mal de questions. Mehmet Ali Akka a tiré 2 balles. Mais alors, comment se fait-il que le pape ait été blessé à 3 endroits et que 2 femmes aient été également blessées? Est-ce qu'il n'y avait pas un complice, place Saint-Pierre, qui a tiré lui aussi sur le pape? Pour le moment, il est difficile de donner une réponse définitive. Il faut attendre, bien entendu, les conclusions de l'enquête qui est menée actuellement par la police italienne. Cet attentat, vous le savez, a causé une intense émotion dans le monde. Mais en Italie, il a pris aussi une dimension purement politique. C'est que les électeurs italiens vont aux urnes demain dimanche. Il s'agit notamment d'un référendum sur l'avortement. Et en Italie, toute l'Église a pris position contre ce projet de réforme. Toute l'Église, cela veut dire bien sûr aussi le pape, même si ce dernier n'est pas intervenu directement dans le débat politique. Et depuis mercredi, tout le monde, de l'autre côté des Alpes, se demande si l'attentat commis contre Jean-Paul II ne va pas avoir des répercussions directes sur le vote des Italiens. Mara, la féministe, va rejoindre un petit groupe d'amis. Il s'agit en particulier d'envoyer à l'étranger, par exemple à Londres, des femmes qui ont eu des problèmes pour interrompre leur grossesse en Italie. Ce sera l'objet de l'un des référendums de dimanche, provoqué par le petit parti radical. Abroger les articles les plus restrictifs de la loi sur l'avortement, supprimer les conditions posées à l'avortement légal. C'est-à-dire la loi permet l'objection de conscience aux médecins. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire gynécologue, anesthésiste, infirmière des salles opératoires. Et puis, il y a toujours un contrôle sur les mineurs, une limite de 12 semaines de grossesse pour pratiquer l'avortement. Possibilité d'interrompre la grossesse après 3 mois. Plus d'autorisation des parents pour les mineurs et surtout mettre fin à la possibilité pour le corps médical d'invoquer la clause de conscience, voilà ce que propose le référendum du Parti radical. Dans la mesure où en Italie, et malgré la loi, il y a encore 3 avortements clandestins pour un avortement légal, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Peut-on appliquer la loi alors que 75% des médecins italiens sont contre l'interruption de grossesse ? Professeur, si une femme vient vous voir pour vous demander de pratiquer un avortement, qu'est-ce que vous lui répondez? Que je suis un objecteur et que je ne fais pas des avortements. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la loi actuelle sur l'avortement? Qu'elle autorise à tuer un être vivant parce qu'il s'agit d'un être vivant depuis de la fécondation.
Est-ce que vous êtes un catholique pratiquant? Oui, intégriste. Il y aura un deuxième référendum sur l'avortement dimanche. Le mouvement pour la vie, un mouvement catholique, demande l'abrogation de la loi. Seul serait autorisé ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique, lorsque la grossesse est un danger pour la vie de la mère. Quelques semaines et quelques jours avant l'attentat, le pape Jean-Paul II a pris vigoureusement position contre l'avortement légal. Les partis de gauche ont protesté. C'est une ingérence inadmissible dans les affaires italiennes. Le pape n'a pas le droit de partir en croisade en faveur du référendum catholique. Le pape prêche l'évangile. Et je peux comprendre que ça, pour certains, est un peu désagréable en certains moments. Mais il fait son devoir, il le fait clairement, avec fermeté, et il sait que les consciences le comprennent. Le problème finalement, ce n'est pas que le pape ait pris position contre l'avortement, ça on le savait, c'est qu'il l'ait fait juste avant le référendum, donc il y a peut-être quand même une orientation politique. Mais vous savez... On peut peut-être influencer les électeurs catholiques. Mais quand il y a des moments dans lesquels la conscience chrétienne a besoin d'être remise à point, le pape utilise la circonstance évangéliquement pour dire sa pensée. Non à l'avortement libre, comme le demandent les radicaux, non à l'avortement uniquement thérapeutique, comme le préconisent les catholiques. Les communistes et les socialistes ont organisé une grande manifestation unitaire à Rome. Et puis la nouvelle se répand, incroyable. On a tiré sur le pape, il est blessé. Le secrétaire général du Parti socialiste, Bettino Craxi, pense qu'il vaut mieux annuler la manifestation. Le communiste Enrico Berlinguer est du même avis, il vaut mieux annuler. En somme, la question est posée. Quel sera le contre-coup sur les électeurs de l'émotion provoquée par l'attentat contre Jean-Paul II? Jean-Paul II qui a dénoncé l'avortement légalisé. Cette part d'émotivité, c'est la grande inconnue du scrutin de dimanche. Oui, les réponses demain soir dans notre journal de 20h. Tous les pays européens ont à lutter actuellement contre le problème du chômage. La France est bien sûr concernée, et notamment dans le secteur de l'automobile, qui durant des années a été le secteur clé de l'activité économique de notre pays. Mais la concurrence du Japon se fait de plus en plus dure. Alors hier et aujourd'hui, les principaux constructeurs européens et les responsables automobiles du Japon se sont réunis à Paris. Les premiers voulaient obtenir des seconds une limitation volontaire des importations de voitures japonaises en Europe. La discussion a duré 10 heures et elle s'est terminée sur un constat d'échec. Alain Doubeski. Un élément positif cependant suite à cette réunion. Les Japonais vendent moins de voitures aux USA depuis quelque temps. Eh bien ce n'est pas pour cela qu'ils essaieront d'en vendre plus aux Européens. En dehors de cette promesse, rien. Les constructeurs européens ont pourtant exprimé leur volonté d'améliorer leur productivité. Nous allons, disent-ils, investir 23 milliards de dollars en 3 ans pour faire de nos usines les plus modernes du monde. En attendant, il semble que les Japonais ne leur accorderont aucun répit. Nous n'avons pas obtenu de réponse satisfaisante. Nous le regrettons car nous pensons que l'attitude de nos concurrents japonais met en cause la liberté des échanges. Il nous paraît inévitable que, compte tenu de la situation de l'emploi en Europe, les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait prennent des mesures de protection. Les Japonais risquent de se trouver devant une réaction protectionniste en chaîne. Il y a en Europe 8,5 millions de chômeurs complets et des milliers et des millions d'autres en chômage partiel, dont beaucoup dans l'industrie automobile et chez les fournisseurs de la même industrie. Nous, au CCMC, estimons inacceptable que cette situation puisse être aggravée par la poursuite de l'augmentation des importations japonaises. Nous pensons au contraire qu'il faut que ces importations diminuent. Nous pensons que le Japon devrait accorder à l'Europe une considération égale à celle qu'il a montrée vis-à-vis des États-Unis. Nous avons dit tout cela à nos collègues japonais. Ils n'ont pas offert une solution satisfaisante. Les constructeurs européens ont manifesté leur bonne volonté en parlant aux constructeurs japonais. Ils n'ont pas été entendus.
Le problème est maintenant entre les mains des autorités gouvernementales européennes. Monsieur François Mitterrand prendra donc ses fonctions de président de la République jeudi prochain et la cérémonie de passation des pouvoirs commencera à 9h30. Alors je vous rappelle qu'elle sera transmise en direct sur Antenne 2. Sitôt cette cérémonie terminée, le nouveau chef de l'État prendra ses premières décisions, nomination du Premier ministre et aussi dissolution de l'Assemblée nationale. À ce propos d'ailleurs, l'IFOP a réalisé pour notre confrère Le Point un premier sondage. L'IFOP a interrogé près de 1600 personnes mardi et mercredi dernier. Et face à une éventuelle élection législative, une très nette poussée socialiste est perceptible. 36% des personnes interrogées auraient en effet l'intention de voter pour un candidat socialiste ou radical de gauche. Le Parti communiste recueille 13% d'intention de vote. Le PSU et l'extrême gauche, 3%. Quant à l'actuelle majorité parlementaire, elle obtient au total 39% des suffrages, 20,5% pour l'UDF, 18,5% pour le RPR. Les écologistes obtiendraient 6% des voix et l'extrême droite, 3%. Alors il faut préciser tout de même que le vote pour les élections législatives se fait à la majorité absolue et ce sondage est purement indicatif. Il ne signifie pas en effet que le PS par exemple obtiendrait 36% des sièges de députés comme cela se ferait si ces élections avaient lieu à la proportionnelle. Toujours dans le domaine politique, un candidat au présidentiel a déjà fait savoir dans quelle circonscription il entendait se présenter aux prochaines élections. Il s'agit de M. Brice Lalonde qui a annoncé qu'il serait vraisemblablement candidat dans le 5e arrondissement de Paris. Et puis la CGC a confirmé son intention de demander audience au chef de l'État. La CGC de M. Jean Menu voudrait obtenir quelques éclaircissements sur la politique salariale, la fiscalité et les retraites, la politique des retraites qu'entend mener le futur gouvernement socialiste. Et puis, pendant cette période d'après-élection, on parle aussi beaucoup, vous le savez, des radios libres. Monsieur Georges Filiou a fait une longue déclaration cette semaine à ce propos. Et jeudi, sur notre antenne, dans Antenne de Midi, à l'occasion du crible, Monsieur Claude Estier a évoqué lui aussi l'éventuelle libéralisation de la loi en ce domaine. Eh bien, justement, les responsables des radios libres vont se rencontrer demain à Paris. Ils entendent définir l'opposition vis-à-vis de ce futur gouvernement. Patrick Esther et Jacques Vangaver ont rencontré la nuit dernière les animateurs de l'une de ces radios libres. Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre. C'est celui de Radio Cité Future, une radio pirate qui a commencé à émettre dimanche dernier à 20h, dès les premiers résultats des élections. Radio Cité Future, c'est la radio du journal Le Monde qui occupe avec cet indicatif la fréquence 96. En fait, toutes les radios libres attendent beaucoup du changement de président. François Mitterrand lui-même est encore inculpé pour émission pirate. La fin du monopole des ondes commencerait par éviter aux animateurs de ces radios libres les incessants déménagements des installations nécessaires pour déjouer les plans de la police. 1, 2, 3, Paris, Bordeaux, Le Mans. Tu t'entends? Oui, je m'entends, mais j'entends les autres aussi. Bah, c'est normal. D'accord. Messieurs, je vous demande une petite minute d'attention. Vous écoutez Radio Verte? Sensationnel. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Verte sur 99 MHz comme tous les soirs, il est 22h30, vous nous entendez donc, Radio Verte qui est une station ni interdite ni autorisée. Ce soir un programme spécial rock avec Café Mozart. Café Mozart et un de leurs meilleurs morceaux, Massacre au temps. Roulez jeunesse. Techniquement pour faire une radio. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, il faut un petit mélangeur, une ou deux platines, quelques micros, des casques et évidemment un émetteur. Un émetteur italien, comme on voit sur la carte, il fait 350 watts, c'est-à-dire qu'il couvre largement tout Paris, sans problème, surtout que là ce soir on est bien placé, et donc on couvre la région parisienne sans aucun problème. Voilà. Techniquement, émettre en modulation de fréquence nécessite peu de matériel, donc peu d'argent. Un émetteur de 10 watts, par exemple, suffit pour couvrir 1 ou 2 arrondissements de Paris et ce type d'émetteur ne coûte que 1000 francs. Rien ne s'oppose à la multiplication des radios libres. Seul problème technique, le nombre de longueurs d'onde disponibles.
On peut facilement mettre 40 à 50 stations, même peut-être plus. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. C'est pas la multiplicité qui est à craindre. Ce qui est à craindre, c'est la prolifération anarchique de stations, à mon avis, plus ou moins commerciales et émettant avec du matériel qui soit pas conforme à des normes fixées. Mais une quarantaine de radios, on risque pas de tomber dans les problèmes de radio commerciales? On y a pensé depuis 1978, on a discuté avec le PS là-dessus, et nous on pense qu'en limitant la publicité à 5 minutes par heure et en limitant la puissance, on peut empêcher des grosses stations commerciales d'écraser les petites. Cela dit, au niveau de l'association avec laquelle qu'on a faite là-dessus, qui s'appelle l'Association pour la libération des ondes, on a été contacté par des très gros hebdomadaires et des très grands quotidiens qui veulent se lancer dans la radio après l'arrivée de Mitterrand. Et c'est vrai qu'on se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on les aide? Comment? Et est-ce qu'on met des conditions à cette aide? Pendant 4 ans, on a eu la police, on a eu le brouillage, convoqué, procès. Et là, il semblerait qu'on va être au moins toléré et j'espère après autorisé. En tout cas, hier soir encore, Radio Verte a été brouillée après seulement 30 minutes d'émission. Et oui, pour l'instant, je vous rappelle tout de même, mais je le rappelle surtout aux amateurs, le monopole de diffusion existe toujours en France de par une loi votée par le Parlement. Les radios libres sont donc toujours et encore interdites. À l'étranger, je me contenterai de vous dire que la tension a légèrement baissé au Liban. Les grandes nations restent cependant inquiètes. Ainsi, les États-Unis ont renforcé leur flotte en Méditerranée. Le porte-avions Independence croise désormais non loin les côtes libanaises. Les Soviétiques ont fait de même en envoyant le porte-avions Moskva croiser en Méditerranée orientale. La campagne 1981 de la Croix-Rouge française s'achèvera demain, après toute une semaine d'action. Et demain, à l'occasion donc de la clôture de cette campagne nationale, eh bien, la Croix-Rouge française fera appel à vous. Autrement dit, des quêteurs vont parcourir les rues de toutes nos villes pour remplir, si cela est possible, les caisses de cette association humanitaire. Mais comme à chaque fois qu'une quête sur la voie publique a lieu, tous ceux qui donnent, et ils sont très nombreux, se posent une question: que va devenir cet argent? Alors Gérard Dalmaz, pour Antenne 2, est allé le demander tout simplement au directeur général. C'est la solidarité humaine, comme toute action de la Croix-Rouge, c'est aussi, c'est vrai, un appel à la générosité publique. Car nous avons des responsabilités de plus en plus importantes et il nous faut, c'est vrai, de plus en plus de sous. En quelques chiffres, la Croix-Rouge, c'est plus d'1 million d'adhérents et de sympathisants, 100 000 volontaires actifs bénévoles, 12 000 salariés, 16 000 étudiants, 500 établissements médicaux, sanitaires et scolaires un peu de toute taille. Ce sont des actions au-delà des chiffres qui couvrent une réalité extrêmement diverse, des plus modestes, comme par exemple aider le matin un handicapé à se lever et à démarrer sa journée, aux plus perfectionnés comme le traitement d'enfants hémophiles. Mais vous le savez, ce n'est pas seulement une action en France. Il s'établit par elle comme une sorte de solidarité entre la France et ceux qui souffrent à travers le monde, en Liban, en Djibouti, au Soudan, en Angola, et il n'y a pas longtemps encore à El Asnam, en Italie, demain en Amérique latine. Voyez-vous, la Croix-Rouge, c'est le droit pour chaque homme, quel qu'il soit, où qu'il soit, d'être secouru simplement parce qu'il a sa dignité d'homme. Il faut qu'un homme isolé, qui souffre, qui se sente abandonné, puisse se dire que quand il ne reste plus rien, eh bien si, il y a encore la Croix-Rouge. Voilà, et demain donc vous donnerez pour la Croix-Rouge française. Pierre Elbrès, il y aura un tiercé demain, comme tous les dimanches. Il se courra dans le prix Rieux-Sec à Longchamp. Pas beaucoup de partants, 17, mais c'est quand même un tiercé extrêmement difficile. Oui, et puis le prix Rieux-Sec a très mauvaise réputation. On dit de lui qu'il met le parieur à sec. Mais l'année dernière, les favoris ont fait mentir le dit-on en enlevant les 3 premières places. Enfin, cependant, demain, parmi les 17 chevaux qui vont courir, je vous conseille tout de même de jouer les outsiders et surtout les chevaux qui porteront les plus petits poids. Ça ne m'empêche pas de vous conseiller de placer en tête de votre sélection Multicolore, qui lui porte le plus gros poids de la course, 59 kg. Non, parce que s'il répète la course qu'il a fait la dernière fois, il a une toute première chance pour gagner. Ensuite, Rosewood, 44 kg, il peut venir l'inquiéter sérieusement. Il porte 15 kg de moins que Multicolore et il n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Mulberry vient de faire 2 courses prometteuses qu'il devrait confirmer. Voilà donc pour mes 3 chevaux favoris. Si le terrain reste souple, En Phase peut très bien nous surprendre, d'autant qu'elle affectionne les longues distances. Lucido mérite bien de gagner enfin sa course. C'est un cheval qui est souvent à l'arrivée, mais il n'a pas encore réussi à gagner. Himself It Is vient de terminer 3e dans une course amateur et il est très très bien en ce moment. Il doit faire mieux encore demain. Et pour terminer, Jenny Saros, un cheval qui peut venir surprendre tout le monde. Voilà, je vous rappelle leurs numéros. 1, 17, 12, 10, 11, 9 et 13.
Nous avons noté, rien à ajouter sur les courses? Ah ben oui, il y a une affaire qui vient de se classer. Là, vous vous souvenez sans doute de l'affaire Ashpos, l'entraîneur de 2 chevaux, Novit et Explorer King. Un joli scandale sur les champs de course encore. Oui, ces 2 chevaux avaient gagné 3 grandes épreuves classiques et puis on a découvert tout de suite après que ces chevaux étaient dopés aux anabolisants. Alors après délibération, les commissaires de la société d'encouragement ont donné leur verdict. Ils ont appliqué la peine la plus sévère pour l'entraîneur Ashpos. Retrait de licence, il n'a plus le droit d'entraîner les chevaux de course en France en tous les cas et 10 000 francs d'amende. Très bien. Tenez Pierre Bresse, puisque vous êtes avec moi, nous allons rester peut-être dans le domaine des chevaux. Cette semaine, vous avez en effet rencontré Yves Mariot. Je sais que c'est un homme que vous n'aviez pas l'habitude de voir, notamment sur les hippodromes, mais qui rappelle, je crois, de bons souvenirs aux fanatiques du ballon rond. Yves Mariot, en effet, eh bien, il a joué sous les couleurs de Lyon, de Bastia, notamment en Coupe d'Europe, et de l'OGC Nice. Et il était réputé, alors pour une feinte digne des Brésiliens que nous avons pu admirer hier soir au Parc des Princes, cette feinte s'appelle la roulette. Yves Mariot ne jouera plus jamais au football. Il a trouvé une nouvelle passion sur les hippodromes. Et Pierre Bresse, bien sûr, l'a rencontré. Mario, ah, il est en plein boom, Mario. Ah là là là, un petit peu trop fort pour la tête de Rep ou celle de Primo. Très bien joué de la part de Mario. Souvenez-vous, c'était en 1978, la finale de la Coupe d'Europe, Bastia-Eindhoven. Quelque temps après cette victoire, Yves Mariot joua ensuite avec l'équipe de Nice. Disparu des terrains de football depuis 1 an, Yves Mariot songe à une reconversion, mais avec nostalgie. Je pense que la carrière de Bastia en Coupe d'Europe a uni des hommes pour justement les sacrifices qu'ils ont faits. Le bilan, quand on a terminé, c'est ce qui nous en reste. Je crois qu'il m'en reste une expérience très riche. Alors c'est définitif, vous n'allez plus jouer au football? Non, c'est définitif, malheureusement, avec la blessure assez grave qui m'est arrivée l'année dernière, j'étais obligé de mettre un terme à ma carrière. Et c'était avec beaucoup de regrets que j'ai dû quitter les terrains de football. S'il y a un certain parallélisme entre les deux, entre le football et les chevaux. Comment ça? Eh bien, une équipe... Enfin, dans le football, il n'y a pas de vérité. Chacun possède sa vérité. Dans les chevaux, c'est un peu la même chose. Quand une équipe gagne, on ne la change pas. Quand un cheval gagne, on ne change rien. Par contre, à l'inverse, quand rien ne va, on essaie tout. Dans les chevaux, on change les ferrures, on change l'enraînement, on change la nourriture, on change les méthodes d'entraînement. Et au football? C'est un peu la même chose. On change les On cherche toujours quelque chose. Voilà. Mais vous avez déjà drivé en course? J'ai drivé, oui. C'est une sensation assez forte. C'est assez palpitant les premières fois. Puis après, on se concentre sur son sujet et on n'a plus d'appréhension pratiquement. Vous avez eu peur? Oh, les premières fois, oui, comme tout le monde. C'est impressionnant, ça va vite? Très vite. Yves, c'est vraiment un nouveau métier que vous apprenez en ce moment? Disons que c'est une nouvelle passion que je fais plus sur un plan amateur que sur un plan professionnel. Et je pense que c'est un métier où il y a beaucoup à apprendre, où il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est un métier passionnant. Comment vous êtes venu aux chevaux? Je suis venu aux chevaux par hasard dans la région lyonnaise. J'avais beaucoup d'amis propriétaires de trotteurs qui m'ont aidé à comprendre le cheval. Et je suis devenu un peu amoureux. Et depuis une dizaine d'années, c'est une de mes passions préférées. De toute façon, le 7 mai dernier, sur l'hippodrome de Cavaillon, c'était le grand jour. Yves Mariot, entraîneur, donne les ordres à son driveur, Jean-Louis Estable, pour son premier partant en course. On va peut-être toucher de l'argent. Allez petit, bouge un peu. Oh là là, il y en a un autre, mais il ne distance pas là. Hein. C'est des jeunes chevaux. Non, non, ça va. Il est 5e là maintenant. Il a duré l'âge, mais il revient bien. Il revient. Hein. Il va finir 3e. Ah, il va accrocher une place. 3 ou 4e. 4e. Ah, bien couru. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a été embêté. Course malheureuse. 4e. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? Je pense, j'ai des grandes idées du point de vue technique, mais j'aimerais avoir un peu un style de manager, mais à l'anglaise. J'aimerais manager un club et avoir beaucoup de responsabilités. C'est passionnant de driver un cheval. Hein, extraordinaire. Ça va vite quand même. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est vraiment fabuleux. C'est un bon driver, Yves Mariot? Ah, mais moi je l'ai apprécié, vraiment. Oui.
Il a gagné des courses, non? Il a gagné des courses en amateur, mais je crois qu'il va driver en professionnel là bientôt. Vous le mettrez dans vos pronostics? Peut-être. En sport, je ne reviendrai pas sur la défaite des footballeurs français hier au Parc des Princes face aux Brésiliens, 3-1. Les Brésiliens étaient vraiment les plus forts. L'exploit du week-end revient sans conteste à un vétéran des pelotons. Là, je parle cyclisme. Herman van Springel a remporté Bordeaux-Paris. C'est un habitué de cette course. C'est le 7e Bordeaux-Paris remporté par le coureur flamand. En quittant Bordeaux vers 1h30 du matin, Herman van Springel répétait encore qu'il ne pensait pas revenir dans cette épreuve longue de 584 km. 6 fois vainqueur, il a déjà largement battu le record de 4 victoires de Bernard Gauthier. Et pourtant, malgré ses 38 ans, un 7e succès ne serait pas pour déplaire à ce Belge, devenu virtuose dans l'art d'utiliser son entraîneur. Super préparé au point même de décourager sans doute beaucoup d'adversaires, il n'était que 18 au départ. En tête depuis Orléans, Van Springel l'a donc emporté avec un peu moins de 10 minutes d'avance devant un autre Belge, Van den Hout, et un peu plus de 10 minutes devant Maurice Le Guillou, premier français. Demain, les choses iront encore plus vite sur le circuit de Zolder. Dans le Grand Prix de Belgique de Formule 1, on attend surtout la Williams de Reutemann et la Brabham de Nelson Piquet, avec tout de même comme premier outsider la Ferrari de Didier Pironi. Et les voitures françaises dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, elles semblent guère avoir beaucoup de chance. Cela ne va pas fort dans le secteur de la Formule 1 française. Les Talbot-Ligier, comme les Renault d'ailleurs, ont des problèmes. Et en ce domaine, ce sont les Renault qui semblent avoir le plus de difficultés. C'est finalement la pluie qui a dominé cet après-midi la deuxième séance d'essai du Grand Prix de Belgique. Et du coup, ce sont les temps réalisés hier sur piste sèche qui ont déterminé la grille de départ. La première ligne sera partagée entre Carlos Reutemann sur Williams, meilleur temps, et Nelson Piquet sur Brabham. Didier Pironi sur Ferrari et Ricardo Patrese occupent la deuxième ligne. Didier Pironi est d'ailleurs aujourd'hui le seul Français qui puisse estimer satisfait de sa position au départ en même temps que de sa voiture. Jacques Lafitte sera en 5e ligne devant Alain Prost et Jean-Pierre Jabouille. Pas de chance en revanche pour Patrick Tambay sur sa Théodore Blanche et surtout pour René Arnoux qui entraînait hier sa nouvelle voiture. Il a réalisé le 25e temps et ni lui ni Patrick Tambay ne seront demain au départ à Zolder. Cela n'a rien à voir avec la course automobile, mais je voudrais tout de même vous dire qu'un automobiliste a été condamné hier à 1500 francs d'amende et à 1 mois de suspension de permis de conduire. C'est d'ailleurs une sanction assez modérée. Cet automobiliste avait été surpris à plus de 170 km à l'heure sur la Nationale 20. Il avait effectué la traversée de l'agglomération de Chevilly à 120 km à l'heure. En passant, il avait dépassé dans un carrefour et pour rester fidèle à sa ligne de conduite, il avait grillé une ligne blanche continue. Les gendarmes ont quand même réussi à l'arrêter. Au championnat d'Europe de judo, encore une médaille pour les Français. Et là, ce n'est pas une médaille d'or. Thierry Rey a échoué en finale. Il est vrai que Thierry Rey, champion du monde et aussi champion olympique dans la catégorie des 60 kilos, est passé cette année dans la catégorie supérieure. Les dernières secondes palpitantes de cette finale des championnats d'Europe, où Rey, déjà champion olympique et champion du monde, caresse l'espoir de remporter ce titre dans la catégorie supérieure. Face à lui, un Roumain ambitieux et habile, Nicolaï, à gauche. Thierry Rey tente le tout pour le tout, mais c'est Nicolaï qui marque le hippone décisif qui désarçonne le Français à la surprise générale. Uchigari pour les spécialistes. Thierry Rey n'obtient que la médaille d'argent, mais au prochain sommet de Maastricht en Hollande, théâtre des championnats du monde, Thierry Rey aura donc une belle revanche à prendre. Suite de ces championnats demain. Alain Gillot-Pétry n'a vraiment pas fait très chaud aujourd'hui et tout le monde a été surpris, je crois. Oui, non, pas moi. Pas moi, vous connaissez la chanson « Ça ira mieux demain » et je m'arrête de chanter parce que si je continue... chanter, il n'y a plus suffisamment. C'est ce que j'allais vous dire, si je continue, ça risque d'aller plus mal, mais enfin demain, il y aura davantage de soleil. Et heureusement, car les températures de 14 heures que vous allez voir sur notre carte vont vous prouver que notamment au nord et au nord-ouest du pays, il faisait très frais. En moyenne 5 degrés en dessous des moyennes saisonnières. Il devrait faire 20 degrés sur toute la France. Pourquoi? Eh bien, nous allons voir cela sur notre carte isobarique et technique à la fois. Vous allez la voir tout de suite. La voilà. En effet, vous voyez ici deux anticyclones, deux zones de haute pression qui font une sorte de barrière à cette dépression venue de l'ouest. Et cette dépression tourne sur place, meurt sur place. Voilà pourquoi il fait si mauvais. Mais demain, ça ira mieux. En effet, pour demain, dimanche, encore quelques pluies résiduelles. Non, pas les températures. La carte de prévision pour demain. Hein. Oui, ça va venir. Vous allez voir la carte. On va trouver la carte là. Oui, M. Cristobal va nous trouver ça dans les fonds de tiroir. Vous avez un front nuageux au-dessus de vous qui est vraiment... Oui, les nuages sont très beaux. Il y en aura moins demain, j'espère. Décidément, on ne verra pas cette carte.
Bref, alors je vous dis que demain, il y aura encore quelques averses, écoutez-moi bien, sur le nord et le nord-est du pays, ailleurs de belles éclaircies. Et puis arrivée d'une perturbation par le sud-ouest de la France demain en fin d'après-midi. Maintenant, les températures prévues pour demain, d'abord au nord et à l'est du pays, Roubaix, Le Havre, Paris, La Baule, Metz et Besançon, assez frais le matin, nettement plus doux l'après-midi. Au centre maintenant, Dijon, Vierzon, Limoges, Clermont et Lyon. Même chose qu'au nord, frais le matin, doux l'après-midi. Au sud, Cognac, Biarritz, Marseille, Nîmes, Nice et Bastia, nettement plus doux le matin et presque tiède, presque chaud l'après-midi. Enfin, un petit mot pour lundi, si nous voyons la carte de lundi maintenant, nous ne verrons pas... On n'a pas vu celle de dimanche. Pas de chance. Alors l'agenda pour demain dimanche, voilà. Le soleil se lèvera à 6h08, il se couchera à 21h27 à Paris, ce sera la fête des Pascals et la fête de Tropez, donc la fête de Saint-Tropez. Saint-Tropez, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup quand même de Français qui s'appellent Tropez dans leur vie quotidienne, dans tous les cas. Un dromadaire trottant sous la tour Eiffel et cornaqué par un étudiant de l'ISG, l'Institut supérieur de gestion. Voilà le spectacle insolite et digne réellement d'un monôme auquel ont eu droit les Parisiens cet après-midi grâce aux élèves de 15 grandes écoles, dont l'ISG donc, mais aussi Centrale, les arts et métiers, l'ESSEC et j'en oublie. Ces étudiants font de la publicité autour du gala des grandes écoles qui aura lieu jeudi et vendredi prochain à Paris. Ce gala, c'est une sorte de gala des artistes, mais vu du côté étudiant et qui est organisé par un élève de l'ISG, précisément ce Rudolf Valentino que vous avez vu, qui était grimpé sur ce dromadaire tout à fait d'époque. Quant au Groucho Marx qui l'accompagnait, c'est aussi, paraît-il, un futur directeur du marketing, puisque c'est aussi un élève de l'ISG. Voilà, c'est sur cette note particulièrement champêtre que nous allons terminer ce journal de 20h. Prochain rendez-vous avec l'information, 23h45, c'est avec l'autre qui sera installé à cette place. Et si vous voulez, nous nous retrouverons demain à 12h45. Bonne soirée, à demain.